et Alex! Les voyeurs de vue, c'est deux bagnards qui sont prisonniers d'un avion. Et cet avion-là est le cinéma. Et un de ces voyeurs-là, c'est moi-même, Yannick Belzile. Et l'autre, c'est moi, Alex Rose. Alex, cette semaine, on va revenir à notre formule d'antan et discuter un peu des films qu'on a vus cette semaine avant de passer à notre film primeur de la semaine, notre film ça. Con Air de Simon West. Mais c'est parce qu'on c'est pour ça qu'on avait annoncé la semaine passée, by the way. Hein? Oui, c'est vrai. Il faut adresser cela. On allait avec le Broken Hearts Club de Greg Berlanti. Puis moi, j'étais hyped d'en parler parce que j'étais hyped de parler un peu de la carrière de Greg Berlanti. Et même que je contemplais justement parler d'un autre produit, une autre production de Greg Berlanti cette semaine, car la semaine passée, ça a été la première de son dernier show dans l'univers des personnages DC qui développent à la télévision puis qui a pris le contrôle du bras télévision de Warner Brothers. Superman et Lois. Les auditeurs, les gens qui m'ont parlé plus que 5 minutes dans la vie savent que j'adore Superman. Et j'étais très hype du premier épisode. Alors, je vais en parler, mais je vais attendre qu'une couple d'épisodes passe pour laisser la poussière retomber. Dans notre épisode, notre top de 2020, on a parlé de l'effet Sonic, qui est de lorsque une œuvre basée sur une propriété intellectuelle te sert quelque chose que tu veux vraiment voir, puis peut-être que ça l'affecte ton jugement. Ouais. On va dire que les 4 premières minutes de Superman and Lois sont pas mal exactement ça pour moi. Comme il y a eu bullseye après bullseye de voici des choses que Yannick aime et que Yannick veut voir. Fait que je vais laisser quelques épisodes pour bien juger l'émission, puis je vais vous en revenir là-dessus dans quelques semaines. Mais bref, c'est ça, on a choisi un autre film que Broken Hearts Club, puisque on aime ça choisir des trucs différents et hétéroclites au voyeur de vue. Mais là, c'était peut-être aller un petit peu trop loin en ce qui concerne. Ouais. Ben, tu sais, je suis quand même intéressé par ce film-là, à partir juste par la distribution, qui est plutôt éclectique. On pourrait peut-être y revenir. Mais c'est que là, tu sais, spoiler alert à la maison, on a un peu tracé notre piste pour les styles 10 prochains films. Et il y a déjà des affaires qui n'ont pas rapport, puis là, ça avait trop pas rapport. on en demandait peut-être trop de vous, chers auditeurs, aussitôt là, dans l'aventure connectée des voyeurs de vue. Fait que là, on est allé à Con Air, qui est d'ailleurs, je crois, sur Disney+, right? Oui, qui est sorti sur Disney+, /Star. C'est ça. Ça aussi, il n'y avait pas ça quand on a déterminé Broken Hearts Club. On ne savait pas où est-ce que Con Air allait se ramasser. Mais tout comme en 97, Con Air est arrivé comme une surprise dans nos vies. Voilà. Fait que c'est ça. Puis aussi, alors c'est pour ça, on va parler de Con Air cette semaine. Aussi, on parle de plein de films qu'on a vus cette semaine parce qu'il y a moins de nouvelles cinématographiques ces temps-ci. Je veux dire, ça bouge lentement. Mais il y en a une qui a popé ce matin. Que j'en ai parlé à Alex et là, je t'en parle à nouveau. Aujourd'hui, cette semaine, c'est la sortie de Zoa Energy. Et vous allez vous demander, c'est quoi Zoa Energy? C'est bien sûr la boisson énergisante produite par The Rock. Car The Rock est toujours on his grind. Il est toujours en train de produire des choses. Puis là, pas juste des films, des séries télé, des reality shows, mais aussi maintenant la tequila et une nouvelle boisson énergisante dont le logo semble être le visage du tatouage polynésien qu'il a sur le pec. Alors, on a des nouvelles saveurs. Regarde, il y a original, coconut, citron lime, super baie, ainsi que orange sauvage. Est-ce qu'il y a des bulles? C'est-tu un energy drink flat ou avec des bulles? C'est dans une canette, alors j'assume qu'il y a des bulles. Mais il existe une sorte de monster, puis là, je sais que je m'aventure dans des zones que je ne connais pas vraiment, là, mais il me semble qu'il existe un monster, comme quelque chose comme Monster Refuel ou un truc comme ça, qui est de energy drink flat. Puis, tu sais, moi, je bois jamais ça, là. Genre, je sais que toi, t'es sur le sober boat
drinks énergisants? Oui, j'ai eu des problèmes avec les drinks énergisants dans le passé et je m'en suis départi depuis maintenant. Je ne me rappelle plus combien d'années, mais 4-5 ans, 5-6 ans. J'ai eu une seule, entre guillemets, rechute. C'est Avec, Sylvain Larocque, c'est ça? Sylvain Larocque me bouliait jusqu'à ce que j'en boive à 3 bières. Avec des chips au ketchup, qui est une sorte de chip que j'aime pas vraiment. Mais le goût ensemble, c'est tout de même pas pire. Mais c'est ça. Donc, moi, tu sais, je consomme de la caféine, mais pas dans ce format-là. Puis, le seul temps que je bois vraiment d'energy drink, c'est s'il fait fucking chaud puis je suis fatigué, genre l'été. Parce que c'est fret, tu sais. Puis, je me suis rendu compte, quand j'avais j'avais acheté ça, maintenant, je pense que c'était par accident, celui-là, avec pas de bulle, que tu le bois beaucoup trop vite si tu bois ça parce que t'as soif, genre. Tu sais, mettons, t'as chaud puis t'es comme, je vais me désaltérer, me réveiller en même temps. C'est whatever, là, 700 ml to the dome en 3 gorgées parce qu'il n'y a pas de bulle, tu rates pas, il n'y a aucun de ces problèmes. Fait que je pensais que c'était peut-être un marché inexploré des energy drinks, ceux avec pas de bulle que tu peux caler sur le coin de la rue, mais bon, je ne sais pas. Regarde, premièrement, The Rock est toujours on the grind, stay hungry. Alors peut-être qu'il n'y a pas de bulles, peut-être qu'il y a des bulles dedans. Moi, je pense qu'il y en a. Peut, hein, c'est ça. Penses-tu que cette boisson énergisante-là est aussi bonne que ses films? Je dirais qu'il doit être à peu près pareil, tu sais. Fait que, dans le fond, générique en motadine? Ouais, c'est ça. Comme les films de The Rock, le marché des boissons en général, je te dirais, est comme... Personne n'est excité d'une nouvelle boisson. Tu comprends? Il n'y a pas... Personne n'est genre, si je suis hype, là, demain, il va y avoir des nouveaux drinks au dépanneur. C'est un peu le même principe avec les films de The Rock, tu sais. Ça sert à ce que ça sert, et quand tu les consommes, des fois, c'est comme, ceci a fait la job. Comme Rampage, mettons, un film que j'ai souvent parlé au show, qui est comme un film que je trouve qui est meilleur que ce que les gens pensent, même si c'est de la merde. Puis, mais c'est ça, je pense que c'est ça. C'est très, tu sais, c'est là. Mm-hmm. Ça existe. Puis c'est tout ce que ça a besoin d'être, de remplir comme critère, c'est d'exister. Puis c'est bien en masse, je pense. Ouais, ben tu sais, pour moi, c'est comme les boissons énergisantes, c'est comme le film Walking Tall. J'ai toujours des bons souvenirs de ma consommation de ça, mais ça ne veut pas dire que je devrais y retourner. Je l'ai dit, dans mon avenir, je suis plus propice à réécouter Walking Tall, qui est un film que j'aime beaucoup. Car comme j'ai mentionné auparavant, s'il y a bien une affaire que j'aime dans une histoire, c'est quelqu'un qui retourne dans son patelin. En retournant dans son patelin, puis Neil McDonough, c'est bien vendeur pour moi. Tout ce que je sais de Walking Tall, c'est que c'est un remake d'un film avec Joe Don Baker. Mm-hmm. Pensez à The Rock, là, puis là, pensez au contraire de The Rock, puis ça, c'est Joe Don Baker. Mais là, on n'est pas là pour parler de Walking Tall, même quoi qu'on pourrait se faire un Walking Cast à un moment donné, je pense. On pourrait écouter l'original, la version de The Rock, ça, j'aimerais vraiment ça. Puis peut-être même les suites avec Kevin Sorbo. Ça, notre... avec Kevin Sorbo. Oui, ça va bien, là. Ça va bien en crise là, quand Kevin Sorbo est impliqué. Fait qu'on va y aller avec les films qu'on a écoutés cette semaine. Qu'est-ce que tu as vu cette semaine, Alex? Oui, moi, je voulais parler de Minari, qui est au cinéma. Là, les cinémas sont rouverts et, comme de fait, un des films qui est au cinéma en ce moment, c'est Minari. Puis vous en avez peut-être déjà entendu parler, car il y a quand même eu un long lead-up là-dessus. Là. C'est un film que, dans une saison normale, peut-être aurait eu plus de buzz. Là, c'est difficile. Le buzz est dur à juger, je pense, juste de par l'Internet. Là. Ce que ça fait, c'est beaucoup comme un echo chamber de buzz, je trouve. C'est des critiques qui se basent à d'autres critiques, puis il n'y a personne qui peut voir le film parce qu'il n'est toujours pas sorti. C'est un peu ça qui est arrivé avec Minari. Puis c'est un film de Lee Isaac Chung. Je pense que c'est son 3e film. Puis c'est un peu autobiographique. Dans le fond, Lee Isaac Chung est d'origine coréenne. Il a grandi sur une ferme en Arkansas. Avec ses parents qui étaient des immigrants. Lui, qui est né ou qui est arrivé ici quand il était très jeune, je crois. Fait que c'est l'histoire d'une famille, la famille Yi, qui déménage de la Californie à l'Arkansas parce que le père, qui est joué par Steven Yeun de Walking Dead, il pense qu'il a comme échoué à ses enfants parce qu'il travaille comme sexeur de poussins. À la maison, vous vous rappelez que dans la saison 2 de Faits divers, il y avait aussi un personnage qui était sexeur de poussins. Donc, dans le fond, tu checkes les poussins, puis ça garde les poussins femelles et tu pitches les poussins mâles dans un incinérateur, car ils servent à rien, selon
L'industrie. La croyance populaire. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est plus ça. C'est plus selon l'industrie. Quand est-ce que les masculinistes vont se mêler de tout ça? Des sexeurs de poussins. J'avoue que ça n'a jamais... Ça n'a jamais été une chose qu'on a connectée. Mais en tout cas, donc, il déménage en Arkansas, il achète un lopin de terre qui est comme considéré par tout le monde comme inutilisable au village, tout ça. On voit le film sous toute la perspective de son fils qui s'appelle David, qui a comme 6 ou 7 ans, maintenant, il est tout petit, puis c'est l'été, fait que lui et sa sœur qui a plus comme 13 ans, ne vont pas à l'école parce que c'est l'été. Et ils doivent comme un peu s'adapter à vivre dans la campagne, pendant que le père, lui, a de la misère à faire pousser quelque chose. Il a de l'aide d'un local weirdo, je dirais, joué par Will Patton, qui est un gars qui a été dans l'armée en Corée, donc qui connaît un peu, qui connaît un peu la culture et est capable de dialoguer avec la famille. Et c'est pas mal ça, c'est un film. Éventuellement, la grand-mère, la grand-mère maternelle de David vient sur place, comment s'occuper de tout ça. Puis c'est un film qui n'a pas beaucoup de... C'est un film à propos, comme de la vie régulière. Je dirais, là, le film qui ça m'a fait le plus penser, puis vous allez dire, ça n'a pas vraiment rapport, mais c'est Gaspard Blues de Louis Bélanger. Parce que c'est aussi un film à propos d'une famille qui run une business avec le monde autour de ça. Puis c'est très dans le jour de cette partie de leur vie-là. J'ai vraiment trouvé ça bon. Moi, je pensais que ça allait être un peu comme dans mon review sur ce que j'ai écrit, il y a comme 2 histoires d'immigration qui se peuvent là, dans les films maintenant. Puis c'est comme, soit c'est l'histoire du Godfather, fait que c'est comment je suis venu en Amérique et j'ai fait ma fortune et j'ai gravi les échelons et j'ai passé par-dessus là, whatever, mon statut d'immigrant. Puis l'autre histoire, c'est je suis un immigrant sans papier qui se ramasse à Montréal et à Montréal ou à New York ou whatever. Et vu que j'ai pas de support system, puis personne, j'ai pas de communauté, je dois faire des crimes ou des choses qui n'ont pas d'allure pour survivre. Puis Minari, c'est rien de ça. Puis c'est même pas un film, je veux dire, il y a, évidemment, dans les années 80, il y a des familles coréennes qui déménagent en Arkansas. Il y a du racisme, mais c'est pas comme... Dans un film plus convenu, plus hollywoodien, il y aurait straight up genre le KKK, puis du monde qui vient leur crier après, tout ça. Puis là, c'est plus comme du monde à l'église qui les dévisage un peu. C'est plus de la perspective, je pense, de l'enfant. Je trouve que la façon que ça raconte son histoire, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment, c'est touchant sans être vraiment quétaine. Il arrive jamais des affaires qui semblent, épouvantablement tristes ou épouvantablement misérables. Anyway, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bon. Ça m'a surpris parce que je m'attendais à quelque chose de plus convenu. On parle, mettons, des films de bain chaud, là, des fois au chaud. C'est pas vraiment ça, parce que c'est touchant sans être vraiment nécessairement comme réconfortant. OK, ouais. Mais j'ai trouvé ça vraiment bon. Puis, le petit gars qui s'appelle Alan Kim, qui joue David, il est vraiment bon comme de façon naturelle. Puis ça, c'est rough. Surtout à son âge, parce que des enfants de cet âge-là, ils savent qu'ils sont dans un film, mais ils ont des fois de la misère à moduler leur performance. Puis je trouve que lui il est vraiment bon, puis on voit vraiment de sa perspective. Là, puis c'est un film que j'ai vraiment trouvé bien. Aussi simple que ça peut sonner, c'est un film qui est bien, qui joue toutes les bonnes notes, dans le fond. Puis c'est ça. Je recommande, c'est au cinéma, puis je pense que c'est en VOD aussi. Là, vous n'êtes pas obligé d'aller risquer votre vie. Good. Comment t'as trouvé ça, aller au cinéma? Je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu en lien. OK. Bon, voilà. Ah, c'est cool. Minari, je suis curieux de le voir, moi aussi. Ça a l'air vraiment nice. Moi, je vais parler d'un film que j'ai vu dans le mois de février. Je ne l'ai pas vu cette semaine. Je l'ai vu dans le mois dernier, mais c'est un des films que j'ai pensé le plus depuis de l'avoir écouté, qui m'a habité. Puis ça a vraiment l'air niaiseux, mais c'est Godzilla, King of the Monsters, qui est sorti en 2019. Justement, la suite, entre guillemets, Godzilla vs. Kong sort ce mois-ci, le 25 mars, peut-être en salle, peut-être en... Il est supposé être aussi en streaming en même temps. On ne sait pas s'il va être directement sur Crave. Je pense qu'il va être plus être payant. C'est vraiment simple. Godzilla King of the Monsters, c'est réalisé par Mike Dougherty,
qui a réalisé, je pense, Krampus, ça se peut-tu? Oui, effectivement. Puis qui, moi, je l'ai connu originalement comme le co-writer de Dan Harris sur X-Men 2 et Superman Returns. Bref, un collaborateur de Bryan Singer. Là, fait que ça regarde moins bien, mais bon. Ouais. Il est devenu réalisateur depuis un petit bout. Le film met en vedette Kyle Chandler, Vera Farmiga et Millie Bobby Brown de Stranger Things, ainsi que Charles Dance, que tout le monde reconnaît comme Tywin Lannister dans Game of Thrones, ou le méchant dans Last Action Hero. Oui. C'est selon votre confession. Et bref, c'est un film de Godzilla. Ce qui se passe dans ce... en fait, je veux commencer par parler des films de Godzilla parce que j'avais entendu comme tout de même une mauvaise réputation face à ce film-là. Le monde n'était pas si hype que ça face à Godzilla King of the Monsters. Puis, une affaire aussi que j'entends parler au sujet des films de Godzilla, parce que moi, j'ai commencé à les écouter. Il y en a une bonne flopée sur Criterion. Et il y a d'autres monstres du Tohoverse qui sont sur Tubi aussi. C'est que, surtout, mettons, pour le Godzilla de 2013, il y a beaucoup de drames humains dedans. Et je vois souvent du monde, puis j'ai entendu parler aussi de cette critique-là au sujet de King of the Monsters, comme « Ah, on sent en crise du drame humain, blablabla, d'autres, on veut juste voir des monstres se battre. » Ce que je comprends. Cependant, quand j'écoute des Godzilla traditionnels, puis guess what? Le 2/3, c'est du drame humain anyways. Ouais. Fait on dirait que beaucoup de gens aiment le concept de Godzilla, veulent voir de Godzilla, mais quand ils voient la vraie affaire, quand ils voient le film, ils sont comme bah, c'est quoi tous ces humains-là? Il y a toujours eu des humains dans Godzilla. C'est 2/3, ça va être ça. Là. Ouais. Entendez-vous là-dessus, là, arrêtez. Cela dit, King of the Monsters est comme 2h12, ce qui est peut-être trop long pour un film de Godzilla, mais je trouve que ça s'en sort pas si pire. L'intrigue principale, c'est 5 ans après le premier Godzilla de Gareth Edwards, c'est ça? Qui sort en 2013. Et puis, la compagnie qui tient ce nouveau-là, Monsterverse, ensemble, le lien à travers ça qui s'appelle Monarch, qui est comme l'entité gouvernementale secrète qui traque ce qui s'appelle les Titans, les monstres énormes, les kaiju. Il y a une scientifique qui travaille pour eux autres, qui est jouée par Vera Farmiga, qui a développé une genre de machine qui peut émettre des sons qui permettent de appeler ou calmer et potentiellement contrôler les monstres géants, les Titans. Cette machine-là, qui s'appelle Orca, est volée par un éco-terroriste qui est joué par Charles Dance et qui utilise justement cette machine-là pour activer les monstres, parce que ce qui est révélé au début du film et un peu à travers du film, c'est que les radiations des monstres et la destruction qu'ils laissent derrière est extrêmement bénéfique à l'environnement. Genre, si Godzilla chie dans ta ville, comme ça va ramener des espèces qui n'existaient plus quasiment. Là. Les radiations que ces monstres-là laissent derrière vont repeupler la planète, vont corriger nos postures, éponger nos dettes. Puis, fait que là, Charles Dance, lui, il a le dessin de faire comme, ben, sais-tu quoi? On y va, Buckwild, puis on rase le plus de la planète possible avec les monstres pour ramener ça top shape. À travers ça, on découvre aussi que Vera Farmiga était mariée à un de ses collègues, puis il y avait une famille ensemble, qui est jouée par Kyle Chandler, et qui ont perdu un de leurs enfants dans la destruction du premier film de Godzilla. Ça a déchiré leur famille. Et fait que là, Kyle Chandler y haït les Titans, mais les gens de Monarch ont besoin d'aller le chercher pour pouvoir essayer de contrer les plans de l'éco-terroriste. Et un de ces plans-là est bien sûr de réveiller et d'utiliser Godzilla pour se battre contre les monstres qui sont contrôlés par Orca. C'est une histoire vraiment, vraiment simple. Puis c'est ça, les films de Godzilla sont souvent vraiment, vraiment simples et tu as les humains qui réagissent à ça. Ce qui m'a vraiment surpris à travers ce film-là, c'est que ça fait des années
que les studios, mettons, là, que les studios ne veulent plus faire des trilogies, ils veulent créer des univers. Et puis, à cause de Marvel Studios, puis tout le monde a échoué, mais je pense que les films du Monsterverse qui ont été créés, que maintenant, il y en a 3 en ce moment, il y a un 4e qui va sortir. On parle de Godzilla, Kong, Skull Island et King of the Monsters, et bien sûr Godzilla vs. Kong bientôt. C'est les seuls qui ont réussi aussi parce que ils sont tout de même faits avec un certain soin puis un certain amour pour ces monstres-là puis ces personnages, ces créatures-là, que ça n'a jamais l'air comme rushé, puis ça prend assez bien son temps pour des blockbusters du genre. Puis il y a aussi l'aspect de tu vas comme jamais te plaindre qu'il y ait trop de monstres dans un film de monstres géants. Fait que t'es comme content. OK, t'es comme King Ghidorah, il est là, puis Rodan, il est là aussi. Fantastique. Tu sais, t'es comme pas en crise qu'il y en ait plus. Dans King of the Monsters, on voit pas Kong, mais les fois, tu sais, qu'il mentionne Skull Island, puis là, t'es comme, Chris, Kong va-tu se pointer? Ah, j'aimerais ça que Kong se pointe. Il se pointe pas finalement, il garde ça pour un autre film, mais c'était la première fois hors d'un film de Marvel que j'étais comme, oh, il nous montre-tu notre affaire? Puis j'étais vraiment saisi par ça. Parce que c'est des moves que tous les autres studios essayent de faire, mais qu'il y a juste eux autres qui ont réussi, puis c'est en prenant leur temps. Puis aussi en utilisant bien les idées qui. Comme tu sais, je connais pas. Là, je connais ça plus, mais je connais pas tous ces monstres-là par cœur. Mais quand ils amènent Mothra dans le film, les scènes où Mothra sort de son cocon sont vraiment comme magiques et prenantes, que tu sais, il y a ce qui était le thème de Mothra qui joue pour une version orchestrale vraiment nice. Puis moi, je ne le connaissais pas, ce thème-là, mais quand j'ai vu la scène, j'ai comme fait « Wow, ce thème-là est incroyable ». J'ai immédiatement pensé ça doit être une affaire d'un vieux film parce qu'on n'écrit quasiment plus des thèmes instantanément iconiques au cinéma, ça, on n'en fait plus. Puis j'étais, tu sais, borderline ému, il y avait comme un sens d'énergie religieuse de Dieu qui était comme « Ah, wow! » Le monde qui croit en Dieu, probablement que c'est ça qui sent quand Jésus apparaît. Fait que, depuis que j'ai vu le film, tu sais, comme je vais sur Spotify puis j'écoute la tune de Mothra puis je regarde les scènes, tu sais, c'est... Dans le fond, tu veux ça avec des blockbusters, si tu veux que ça reste avec toi, puis même les films de Marvel que j'aime beaucoup, ils restent pas tout le temps avec moi de même. Fait que j'ai trouvé ça vraiment bien démontré comme ça. Puis aussi, l'affaire que j'ai réalisée, c'est aussi en écoutant le reste des autres Godzilla, encore là sur Criterion, que je recommande, c'est vraiment des films de pandémie. C'est vraiment des films de les êtres humains. Ben, premièrement, on regarde des êtres humains essayer de se mobiliser contre des désastres et des urgences. Fait qu'il y a cet aspect-là. Mais il y a aussi un aspect de on peut juste laisser l'affaire naturelle arriver, puis il arrivera ce qui arrivera. T'sais, on peut juste être prêt. Puis on est comme un peu bouche bée, puis les mains liées face à ça. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment primal, pandémique avec ce film-là que peut-être que ça va être plus stressant ou ça va être plus rassurant à écouter pour des gens en ce moment-ci. Et pour terminer, Bradley Whitford est comme un opérateur cocky là-dedans, un peu sarcasto avec des liners. Il y a des cheveux argentés, puis il y a des grosses lunettes à monture noire. Il ressemble énormément à Martin Scorsese. Ouais, c'est ça que j'allais dire aussi. Quand il dit, puis là, il parle comme « Hey, je suis en train d'enregistrer la chanson de Mothra », mais c'est Martin... On dirait que c'est Martin Scorsese qui est là en train de triper sur Mothra. C'est très bon. C'est très bon. Mais ça me rappelle, c'était pas le film que j'allais parler de après ça, mais j'ai regardé aussi King Kong de 76 la semaine passée, de John Guillermin. Puis, l'as-tu déjà vu? Non, le seul King Kong que je me rappelle d'avoir vu, c'est celui-là, je pense, avec Linda Hamilton dedans. King Kong Lives, oui. Le deuxième. Je l'ai vu genre à TQS quand j'étais jeune. OK. Mais t'as pas vu même pas celui-là de Peter Jackson? Non, ben j'ai entendu dire qu'il était moins bon, mais chacun doit le voir pareil. Si on peut, comme somehow, se rendre à King Kong de 1933 d'un voyeur de vue, on pourrait faire ça, mais ça risque d'être un peu difficile de la façon que ça fonctionne en ce moment. Mais regarde, si on regarde Godzilla versus Kong, je pense que c'est correct.
d'avoir une chaîne par titre. C'est correct d'aller à King Kong. J'avoue, tu sais, ça serait comme une chaîne d'adaptation. Je pense qu'on pourrait faire ça. En tout cas, mais puis King Kong de 1976, c'est vraiment plate à chier. Là, genre, je me suis vraiment emmerdé. Ça m'a pris 3 jours de le regarder. Puis, je pense que, tu sais, sans vouloir enlever quoi que ce soit aux gens qui ont fait ce film-là, il y a beaucoup d'innovation au niveau des effets spéciaux. Là. C'est un blockbuster qui existe à l'époque où il n'y avait pas vraiment ça, des blockbusters. Tu sais, c'est 1 an après Jaws. Fait que j'ai comme juste l'impression qu'ils ne comprennent pas ce que le monde veut dans un blockbuster. Puis, ça patauge énormément. Mais c'est intéressant parce que comme le King Kong de 1976 arrive pile poil entre cette gang-là de nouveaux films puis les premiers Godzilla. Fait que c'est un film dans un monde où il n'y a pas de blockbuster, mais il y a des films de Godzilla. Puis justement, il y a des scènes pas de bureau, c'est des scènes de bateau, là, mais plus des scènes de géologistes, puis des affaires de même, géologues, des affaires de même. Puis ça, c'est archi plate parce que genre j'ai l'impression que même le réalisateur ou les gens qui font le film savent que personne ne veut voir ça, genre, fait qu'ils se forcent pas. Tu sais, je sais pas comment d'autres dire ça. C'est très mercantile comme approche. Fait que, ça, il y a une chose que. Puis je me souviens même du Godzilla de 2014 là, de Gareth Evans. C'est pas. Tu sais, c'est hyper commercial, c'est un film de Godzilla. Mais ça te donne pas vraiment ce que tu veux. T'sais. On voit très peu Godzilla. C'est comme. Ça, c'est quand même hot, là, parce qu'avant, c'était juste comparé à King Kong de 76, où c'est comme personne ne sait ce que le monde veut, fait que je sais pas trop, là, on va vous donner tout et rien en même temps. L'affaire qui est intéressante aussi avec justement les bouts humains des films de Godzilla, c'est que moi, à mesure que je les écoute, c'est dans le fond, tu peux faire un autre genre avec le bout humain. Tu sais, le Godzilla original, c'est du drame humain quasiment tranche de vie. Tu sais, du monde qui vit à Tokyo qui ne savent pas que la ville est à veille de se faire raser par Godzilla, puis ceux qui vont aller à la guerre, puis des affaires comme ça. J'ai vu Godzilla versus Mechagodzilla, qui est aussi bien bon. Ben, tu vois, l'intrigue là-dedans est quasiment James Bond-esque. C'est comme du James Bond de Roger Moore, d'essayer de trouver c'est quoi Mechagodzilla, puis il vient de où, puis tu sais, des intrigues de tout ça. Puis Godzilla versus Mothra, que j'ai voulu écouter, aller aux sources après avoir été séduit par Mothra dans King of the Monsters. Puis ça, c'est vraiment comme un film de journaliste. Tu sais, c'est comme Spotlight, mais c'est un Spotlight genre pour enfants, où ce qu'ils veulent arrêter la construction de condos qui affectent l'environnement, puis là, Mothra est lié à ça, puis toutes ces affaires-là. Fait que, à chaque fois, c'est un genre. Puis justement, Godzilla qui est dans Monster, il y a beaucoup. Il y a un petit peu de Jurassic Park puis de films de sous-marins dedans, je te dirais. Fait qu'ils peuvent toujours se renouveler de cette façon-là, ces films. Ben, c'est ça, tu vois, je pense que justement, le problème avec le King Kong de 76, c'est qu'ils n'ont pas pris avantage de ça, puis c'est très padé. Puis ça vaut la peine juste pour voir, tu sais, un blockbuster de cette envergure-là, que les 2 personnages principaux, c'est Jeff Bridges et Charles Grodin. C'est weird, hein, Chris, mais le film ne rend pas valeur, tu sais, c'est pas... Le film sait pas quoi faire avec ça, fait que, tu sais, c'est tout aussi plaisant en théorie qu'en pratique, je te dirais. Mais donc, je vais continuer avec mon autre film de la semaine. Je voulais en parler parce qu'il expire sur Criterion ce mois-ci et c'est un film qui m'a quand même pris par surprise. Donc, je voulais en parler aux gens à la maison parce que vous n'avez peut-être pas vu ce film et si vous avez Criterion, vous avez 1 mois pour le regarder. C'est Joint Security Area de Park Chan-wook. Park Chan-wook qu'on connaît pour particulièrement, mettons, Old Boy ou plus récemment là, The Handmaiden. Et son 3e film, mais c'est son premier, tu sais, comme gros film commercial, je pense. Ça se passe dans le DMZ qui appelle le Demilitarized Zone entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et quand le film commence, il y a 2 soldats qui sont morts dans un genre de petit chalet qui existe dans cette zone-là entre les 2 Corées.
2 soldats, dont un de chaque bord, qui ont été abattus et dont un crime qui s'est passé. Un autre soldat qui est arrêté parce que les soldats de la Corée du Nord disent il est rentré ici, il a juste commencé à flinguer tout le monde. Lui, il se défend en disant non, c'est pas ça pantoute qui est arrivé. Donc, ils doivent amener une personne impartiale là, non, en fait, ça s'appelle le Neutral Nations Supervisory Commission, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est d'origine coréenne, qui parle coréen, mais qui n'habite pas en Corée. Une jeune dame qui s'appelle Sophie Jean. Jean, parce qu'elle est supposée être française, mais tu sais, c'est une chose qui arrive quand même souvent dans les films asiatiques, c'est quand ils ont besoin de quelqu'un qui vient de quelque part d'autre, c'est comme... Tu le vois tout de suite qu'ils parlent juste un peu français, genre. Tu sais, fait que là, ils ont des scènes de comme « Bonjour, est-ce que je peux rentrer à la maison? » « Oui, c'est impossible, vous pouvez rentrer. » Tu sais, « Oh yes, I studied at Le Sorbonne for 8 years. » Tu sais, ce genre de shit-là. Mm-hmm. Donc, elle vient faire l'investigation pour essayer de découvrir qu'est-ce qui s'est passé dans le petit chalet, pourquoi il y a eu une tuerie. Et je ne vais pas trop vous en dire plus que ça parce que, c'est quand même compliqué à expliquer. Mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que c'est le genre de film que j'haïs, c'est-à-dire un mystère dans lequel on ne va pas découvrir des choses sans que le film nous les montre. Dans le sens que, tu sais, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, puis on ne va jamais le savoir parce que le film, tu sais, garde des informations qu'on pourrait très bien savoir pour nous expliquer ça. Tu sais, le film est construit de façon à juste nous montrer juste assez pour pas qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe, genre. Puis ça, j'aime ça parce que je trouve que souvent, c'est très... Tu sais, ça a l'air de fonctionner un peu à l'envers. Tu sais, tu pars avec ton punch, puis tu décides comment on peut se rendre à ce punch-là. Ce que j'ai trouvé vraiment incroyable de Joint Security Area, c'est que ça fait plein d'affaires que jaillit de point de vue scénaristique ou narratif, et ça fonctionne. Tu sais, il y a tellement de scènes d'interrogatoire de gens qui déblatèrent des shit de façon, tu sais, vraiment qui expulsent du exposition puis qui révèlent des choses sur des personnages, tu sais, que soit ça n'a pas rapport de le dire à ce moment-là ou tout le monde le saurait, mais nous, on ne le sait pas en tant que public, tout ça. La façon que ça fait ça, c'est tellement 3 points sans regarder. Ça m'a tellement comme... Ça m'a vraiment surpris, là, tu sais, puis genre, je peux pas, tu sais... on avait parlé de The Kid Detective, je pense. On a-tu parlé au show de The Kid Detective? Je ne sais pas si on a parlé au show. On en a parlé peut-être après, mais le film canadien de Kid Detective, tu m'avais dit, c'est quand même bon, puis la façon que ça résout la patente, c'est quand même bien fait. Puis quand je l'ai regardé, j'étais comme, effectivement, ça fait du sens, mais je ne l'ai pas deviné dès le début. Mm-hmm. Puis Joint Security Area, c'est un peu ça aussi qui arrive, c'est que tu es comme moi, mais je sais, grosso modo, tout ce qui va arriver, puis qu'est-ce qui arrive, c'est pas tellement un twist... incongru que tu n'aurais jamais pu le voir venir, tout ça. Mais ça vient vraiment te livrer de façon... En tout cas, la magie qui opère et le genre de prestidigitation narrative de Park Chan-wook là-dedans sont vraiment impressionnants. Mm-hmm. Parce que, je te raconte l'histoire juste de bout à bout de même. Tu vas faire, ouais, OK, c'est ordinaire comme histoire. Mais... un peu comme Minari, ça rend extraordinaire des choses relativement ordinaires. Il n'y a rien de tiré par les cheveux de ce qui se passe. Il n'y a rien qui est comme moi, j'aurais pas pu penser à ça. C'est tellement clever. C'est juste super bien raconté. Puis super, au moment que c'est sorti en 2000, c'était le film qui avait fait le plus d'argent de toute l'histoire de la Corée. Fait que c'est hyper commercial, mais en même temps, c'est un film, il y a quelques guns. C'est pas vraiment un film d'action, là. Je te dirais, c'est un thriller judiciaire quasiment. Puis, c'est très surprenant. Ça m'a surpris énormément. Fait que je vais recommander ça aux gens qui ont Criterion. Si vous voyez, il expire à la fin du mois. C'est quelque chose quand même de... c'est un film que j'avais déjà entendu parler parce que Park Chan-wook est relativement connu comme réalisateur. Puis, je me souviens de le DVD dans le temps, tout ça, ça avait l'air très générique, film policier, militaire, asiatique, là, genre la façon que ça avait été marketé, certainement ici en Amérique du Nord. Fait que j'étais comme, ah ouais, c'est son whatever, là, son The Rules of Engagement, ou quelque chose comme ça, Puis c'est vraiment pas ça, c'est vraiment meilleur que ça. Fait que, allez, garochez-vous là-dessus, c'est très bon. Joint Security Area de Park Chan. Très cool. Je vais
le mettre à ma liste pour ce week-end, avant qu'il quitte le Critérion. Mon autre film de cette semaine, moi, vous savez, on est en 2021 et pour moi, 2021, c'est 2020 UN. C'est l'année où je regarde le plus possible, où j'essaie de consommer l'œuvre entière du réalisateur / chorégraphe d'action, Corey Yuen, dont j'adore le travail, dont j'adore l'art, en fait. Et il y a un de ses films qui est présentement sur Tubi et sur Amazon Prime, qui s'appelle, ici en Amérique du Nord, The Legend of the Red Dragon, et en Angleterre, The New Legend of Shaolin, qui est un film de 1994 réalisé par Wang Jin, mais qui est... les chorégraphies sont faites par Corey Yuen. Ça met en vedette Jet Li, un jeune Jet Li des années 90, au sommet de sa forme. Ça a été sorti en Amérique du Nord dans les années 2000, ou plutôt dans l'Occident, parce que c'était l'époque où le producteur Joel Silver aimait Jet Li. Il l'a casté dans Romeo Must Die. Il l'avait casté aussi dans Lethal Weapon 4. Mm-hmm. Alors, il voulait le rendre populaire de par l'Occident. Et c'est il y a une flopée de films de Jet Li qui ont été comme... qui ont sorti en Amérique du Nord, dans la même lignée que Crouching Tiger, Hidden Dragon est sorti, que des films de Yuan Whooping aussi sont sortis. Ça faisait partie un peu de cette époque-là, les dimensions Dimension Films Extreme, qui étaient les Quentin Tarantino Presents, tout ça. C'est dans le temps que je travaillais dans un club vidéo, ça. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça qu'il y a full de films d'action où sur le DVD, tu vois Jet Li avec des cheveux courts comme qui est dans Lethal Weapon 4, mais que dans le film, il est habillé en soutane avec une longue tresse de Chine antique, parce que c'est tous les films qu'il a fait. Il y a juste Fist of Legend qui a l'air de ça. Bref, Legend of the Red Dragon, ça met en vedette justement Jet Li, qui joue un personnage stoïque qui survit à la destruction de son village par le gouvernement. Et puis, il retrouve son fils qui était caché durant toute cette destruction-là. Puis, direct au début du film, il met son fils, qui est un poupon, devant un cheval de bois et une épée qui plante dans le sable. Puis, il dit à son fils, si tu choisis le cheval de bois, je vais mettre fin à tes jours. Si tu choisis l'épée, je vais t'apprendre toutes mes skills de combat et tu vas me joindre dans notre quête de vengeance. OK. L'enfant, au début, semble se diriger vers le cheval de bois, mais se dirige vers l'épée. Cut tout 7 ans plus tard, où Jet Li se promène et erre dans les villes en genre de maître noble avec son enfant quand tu vois Jet Li au début du film, quand tu vois 7 ans plus tard, il se promène, puis son enfant est sur son épaule, une jambe, l'autre jambe dans les airs en pause, en train de s'entraîner. Et on comprend que là, c'est une version... une énième version de Lone Wolf and Cub, le film et l'histoire de samouraï, où un samouraï doit s'occuper d'un enfant. Mandalorian aussi, c'est essentiellement ça. Alors, on a une version de ça, ce genre d'archétype-là, et qui est mélangé aux traditions de films de Wuxia, puis ces codes-là d'époque de un homme noble qui doit trouver quelqu'un qui va l'employer, mais rester humble et honnête. Il se fait comme pourchasser parce qu'il y a un prix sur sa tête par le gouvernement qui a détruit sa ville. En même temps, il est engagé par un gentleman qui marie une conwoman, une maniganceuse qui va vouloir voler de l'argent à son mari, mais en même temps, commence à tomber pour le personnage de Jet Li, qui est trop humble pour tomber pour ça. Et à travers tout ça, le gouvernement est à la recherche d'un trésor Shaolin qui est bien sûr marqué sur une map, et cette map est séparée en 5 et tatouée sur le dos de 5 enfants du temple qui sont in the wild et qui se sauvent du gouvernement. Fait qu'il y a tout ça qui se passe, c'est tout des chassés croisés, et ces chassés croisés, c'est
Jet Li qui s'occupe de son fils, le fils qui se lie d'amitié avec les enfants, toutes ces affaires-là ensemble. C'est tout vraiment des clichés de ce genre d'histoire-là, mélangés avec du gros théâtre d'été. Il y a une vieille madame horny dans tout ça qui pitch des dards. C'est vraiment écœurant. Bien évidemment, oui. Mais il y a aussi, justement, pourquoi je suis là, les scènes d'action de Corey Yuen qui, encore là, regorgent le dynamisme puis l'invention qu'il y a dans ces scènes-là. C'est comme si quelqu'un y avait dit « Corey, ce film-là, il n'est pas si bon que ça. Pas besoin de go hard comme tu es en train de le faire. » Mais Corey Yuen, il s'en crisse. Il go hard quasiment tout le temps. Il y a une scène où, un moment donné, il y a juste comme une grosse boule de métal qui semble rouler vers les adversaires. Puis là, tu vois que c'est en réalité comme 12 dudes avec leurs boucliers qui se sont pognés ensemble pour faire une formation sphère. Puis là, ils attaquent tout le monde. C'est, tu sais, toute cette scène-là est vraiment faite avec beaucoup d'imagination. Puis tu sais, du know-how de combattants et de cascadeurs. Mais ce film-là n'est pas assez bon pour avoir ces affaires-là dedans. Mais ils sont tous là. Fait qu'il y a en plus aussi une bonne collection de jeunes acteurs enfants qui sont tous joufflus et qui se battent constamment. Vu qu'ils sont des enfants, genre, tu vois, ils portent plus des genres de gros costumes qui sont clairement padés. Fait qu'ils sont comme extra violents l'un contre l'autre. Fait que ça, c'est très drôle. Et le tout, à cause que c'est une distribution pour l'Amérique du Nord. Le tout est dubbé de façon qui, dans les 5 premières minutes, a de l'air franchement dégueulasse. Mais plus que tu vois le genre de sens d'humour du film, qui est comme un gros théâtre d'été, le dubbing dégueulasse supporte l'humour de tout ça. Fait que ça rend le tout très, très plaisant et même très tolérable, même que ça ajoute une genre de teneur comique à Jet Li, qui est justement pas un acteur comique, ou du moins pas comique international, je te dirais. Non, effectivement. Fait que c'est ça, puis aussi, c'est un beau genre, 94 minutes. Bien sympathique. Ça se regarde bien. Ça vaut la peine pour de l'action. Comme j'ai dit tantôt, disponible sur Amazon Prime et sur Tubi, The Legend of the Red Dragon. J'ai-tu d'autres choses dans mes notes? Je les regarde. Non, c'est pas mal ça. De la bonne violence, du bon Corey Yuen. Faudrait que j'aille comme un Yuen rating, là. Mais c'est encore meilleur quand le reste du film est bon autour. Ouais, ça aide, mais on peut pas... Mais là, regarde, on prend ce qu'on peut, et ce qu'on peut est très bon tout de même. Alex, on a pris un petit break pour rafraîchir nos breuvages. Oui. Et pour mettre la petite table devant nous en position verticale, parce qu'on est sur le point de... On a pris nos billets, on a nos passeports. On va bientôt s'envoler sur un petit vol d'une petite compagnie aérienne qui s'appelle Air Bagnard, ou en langue originale, Conair. Et en français de France, ça s'appelle comment? Les ailes de l'enfer. Pas un mauvais titre, mais Air Bagnard est meilleur. Est-ce que, tu sais, à un moment donné, il y a une scène dans le film où littéralement, John Malkovich dit « Welcome to Conair ». Est-ce que dans la version française, il dit « Bienvenue sur Air Bagnard ». Écoute, la première fois que j'ai vu Air Bagnard en 97, un peu, je suis pas mal sûr que j'ai vu Air Bagnard au cinéma de Macamic à Lassar, en Abitibi-Témiscamingue. Je vais juste regarder, voir si c'est quand la date de sortie de Conair. C'est sorti le 6 juin 97. 6 juin 97, c'est l'été 97. Alors, ça se pourrait que je l'ai vu à Montréal avant de déménager à Montréal puis commencer ma vie de Montréalais. Mais je crois l'avoir vu en Abitibi, oui, au cinéma de Macamic. Oui, Air Bagnard, c'est là que je l'ai vu. Et bref, je ne l'avais pas vu depuis, mais je ne me souviens pas s'il dit Air Bagnard. Probablement que oui, parce que comment tu veux passer ça? Là? Comment tu veux passer ça? Parce que moi, j'avais aucun... Puis, tu sais, dans toute la mimification de ce film-là, puis, tu sais, sa genre de consécration en tant que, tu sais, un des top films d'action, là, tu sais, un des films qui représente le plus les films d'action des années 90,
jamais une crise de fois j'ai vu citer Welcome to Con Air. Jamais, jamais, genre, c'est pas devenu une ligne immortalisée par l'empoisonnement ironique de l'Internet. Là. Genre, ça existe juste pas. Sommes-nous, tu sais, c'est-tu comme un Berenstein Bears situation? Puis comme je viens de découvrir que ça existe parce que la fabrique de l'espace-temps a été changée entre-temps? Ben oui, peut-être, parce qu'il me semble que pendant les 4 ans que Donald Trump volait sur Air Force One, me semble que ça serait devenu la joke de... Quelqu'un aurait dû avoir 20 000 retweets avec ça. Chris, ça se peut quasiment pas. C'est implausible. C'est implausible, en effet. Mais on va y aller dans le plausible, premièrement. Les faits qu'on sait, les choses qui ne sont pas des fake news. Con Air est un film qui est sorti en 1997, qui est réalisé par Simon West. Oui. C'est aussi une production de Jerry Bruckheimer. Oui. Qui est un producteur hollywoodien qui a multiplié les succès, puis qui a une esthétique qui est bien sûr main dans la main celle de Michael Bay et par conséquent qui est celle aussi de Con Air. C'est deux vases communicants, je te dirais. Et Con Air est un bon exemple de ce que Bruckheimer voulait produire. Tu sais, c'est slick, c'est brillant. Tu sais, premièrement, on va arrêter de être là. Est-ce que tu considères Con Air un film suant? Ben, ma blonde a fait le même commentaire. Parce que, spécifiquement, il y a une scène où Danny Trejo monte sur une petite comme une petite tour de contrôle, puis il est comme en chemise déboutonnée, puis elle est toute suante. Marie-Lise a dit, ben, c'est un film suant. Puis j'étais comme, oui, c'est vrai, mais moi, spécifiquement, un film suant, c'est suer du front, suer de la face, plus que du dos. Tu sais, comme, je dirais que c'est un sub-film suant, tu sais. Ça n'a rien à voir sur sa qualité, mais sa suance est comme de deuxième niveau. Il faut que ça soit souvent sa face. Regarde, moi, ce que je te suggère, parce que j'y ai pensé longuement après l'avoir vu, c'est un film shiny. Oui. C'est la sueur est là pour qu'il y ait une lumière esthétique parce que clairement, Bruckheimer trouve ça beau, mais c'est pas de la sueur d'inconfort puis de mal de vivre. Non, c'est ça. T'sais, ils ont tous l'air quand même de prendre ça plutôt bien. Cette job de hijacker un avion, là, comme personne n'a l'air vraiment en grosse détresse à tout moment. Fait que... La sueur n'a pas de détresse dans Con Air. Mais un film suant, c'est vrai que tu as raison, il y a une détresse rattachée à la sueur. Tandis que ça, c'est purement esthétique. Fait que c'est ça, c'est dans le moule de Bruckheimer qu'il y a aussi, tu sais, il y a cette esthétique-là, il y a beaucoup de bras puis de machinerie lourde d'impliquer. Il y a des motifs industriels. Oui. Puis ces motifs-là industriels sont vus de différentes façons à travers l'image du film. Puis ça, c'est une affaire qui rejoint beaucoup Michael Bay en même temps. Je pense que ça va être difficile de ne pas parler de ça sans parler de Michael Bay et aussi parler de notre film de la semaine prochaine. Fait qu'il y a toutes ces affaires-là. Il y a aussi ce qu'il y avait dans les blockbusters jadis. Il y a une grosse tune thème qui pouvait passer à Musique Plus et à MTV, puis à la radio pour remousser le film, puis qui était dans les trailers TV du film. Il y a toutes ces affaires-là. Mais il y a extrêmement, juste pour rajouter là-dessus, il y a beaucoup de shots dans le film qui sont comme des annonces de char ou de Doritos. C'est beaucoup de... Il y a une scène de John Cusack qui conduit un auto sur le highway, genre dans le désert, qui est entièrement coupé en shot d'annonces de cigarettes. C'est juste ça qu'il y a dedans. Là. Toute l'affaire est... C'est vraiment c'est quelque chose qui joue là, après la petite vie, là, en doublé après la petite vie. Là. C'est super saturé d'aigle à cause de ta TV de marde de 1997. Ben ça, c'est aussi, ça aussi, je considère ça, c'est l'esthétique très Michael Bay qui a fait des pubs. C'est une esthétique de publicité parce que les pubs de char, c'est slick, c'est lumineux. C'est vraiment on pourrait appeler ça Bruckheimer. Bruckheimer Bay, ou bref, c'est leur esthétique. C'est du post-MTV un peu là, aussi. Là, oui, comme... ça cote en masse. Avant de s'en aller plus loin dans le langage visuel de Con Air, bien qu'on est bien avancé, tu sais, c'est Con Air,
parce que je veux revenir au langage visuel, puis justement la différence entre Simon West et Michael Bay, puis comment ça affecte le film. Con Air, ça met en vedette Nicolas Cage, qui joue un ranger de l'armée qui s'appelle Cameron Poe. On nous présente immédiatement au début du film que les Rangers, c'est les soldats les plus badass, c'est les plus dangereux, décorés, compétents et qui ne laissent jamais un homme derrière, peu importe ce qui arrive. Connor, sa goal. Sa goal, ça va très vite. On nous apprend que Nicolas Cage est un ranger. Il quitte le service, il est déchargé de façon honorable. Il va voir sa blonde et qui est déjà enceinte, qui travaille dans un bar. Aussitôt qu'il la rejoint, il y a une batch de dudes qui, maintenant, tu penserais, serait tout le temps du monde qui respecte les troupes. C'est vrai. S'ostine immédiatement avec lui et décide de se battre contre lui, ce qui... Nicolas Cage est intéressant ce qu'il fait avec ce rôle-là, puis on en parlera plus tard, mais même en faisant pas grand-chose, il me semble que tu vois immédiatement que non, Nicolas Cage Cameron Poe, il peut te wrecker. Il y a quelque chose dans ses yeux qu'en plus d'être dans l'armée, t'es comme, il va te plier comme du linge propre. Ouais. Cameron Poe se fait attaquer ainsi que sa copine, et pour se défendre, il wreck les dudes qui l'attaquent. Poignarde un dude dans la tête, en fait, dans le mou, en dessous du menton. Ouais, tu sais, il est tué immédiatement et il se fait dire plaide coupable, tu vas pas avoir plus que 4 ans, mais il se fait envoyer en prison pour 7 ans. Alors, immédiatement, on est de son bord. C'est un gros narratif de il avait raison, mais motadine. C'est vraiment, tous les dominos sont placés pour ça. Et on apprend rapidement. Là, on a droit aussi à un merveilleux montage où Nicolas Cage continue à parler avec sa famille à travers des lettres et à travers un voice-over. Qu'est-ce que tu penses de la voix et de l'accent que Nick Cage nous sert dans ces scènes-là? Ben, il fait un accent du sud des États-Unis, qui est une chose qui... Possiblement que Nicolas Cage avait peut-être jamais entendu quelqu'un parler avec un accent ainsi avant ce moment-là. Mais je vais être d'accord avec toi, puis je vais dire que c'est, dans le fond, c'est une pâle imitation de Forrest Gump. Et l'acteur qui fait Bubba, ou Booba en français, dans Forrest Gump, est aussi dans Con Air, dans un rôle vraiment similaire. Ce qui n'aide pas la comparaison, ou plutôt qui aide trop la comparaison. Ouais. Michael T. Williamson, qui est aussi là, qui joue, comment il s'appelle? Baby O. Baby O. Baby O. Baby O. Ce qu'on arrive par la suite, c'est que Nicolas Cage il y a une petite fille, il lui écrit, il va bientôt sortir de prison, et pour sortir de prison, il va être amené par avion, et il se fait amener par avion sur ce qui s'appelle Con Air, qui est géré par le service des Marshals des États-Unis, qui est représenté par John Cusack. Vince Larkin. Vince Larkin, c'est ça. Vince Larkin, qui organise tout ça. Et puis, Nicolas Cage est comme, OK, c'est beau, je suis sur Con Air, je m'en vais rejoindre ma famille, tout est beau. Mais sur le vol, il est accompagné d'un crew de meurtriers, de violeurs, d'hommes dangereux, qui sont tous présentés back-to-back dans une de mes affaires préférées au cinéma ou à TV, un roll call. Moi, des roll calls, j'aime tout le temps ça. Je trouve ça tout le temps cool, puis je trouve ça tout le temps sick. Fait que tu as un roll call de Cyrus the Virus, qui est joué par John Malkovich, qui semble imiter Stone Cold Steve Austin. Oui, effectivement. Ce qui est vraiment écœurant. Tu as Ving Rhames, qui joue un personnage que j'ai trouvé comme vraiment intéressant, qui est cool dans le film, mais qui maintenant serait comme mieux écrit, puis il y aurait plus de nuances, parce que tu vois qu'il y a une figure de Black Power, puis toutes ces affaires-là. C'est quoi son crime à Ving Rhames? Il mentionne une affaire. Il est noir et il est dangereux. Là, c'est comme, ben oui, OK, mais c'est quoi son crime? Pourquoi il est dans un avion, dans une cage avec Cyrus the Virus? Ça, je trouve que c'est une affaire que j'aimerais savoir comme plus de détails certains face à lui. Ouais. Il y a un tueur en série qui est joué par Nick Chinlund,
que moi, je connais comme étant Donnie Pfaster, un des rares méchants récurrents dans The X-Files, qui jouait un tueur en série vraiment creepy. Puis m'a dit, c'est pas trop difficile dans son registre à lui. Non, effectivement, c'était un gars qu'on voyait vraiment plus souvent avant, c'est Nick Chinlund. Là, genre, je regardais ça, puis tu sais, il a fait quand même beaucoup de TV, puis même, tu sais, c'est ça, il y a des shows comme dans Training Day, puis American Horror Story, des trucs comme ça, tu sais. Il travaille encore, mais c'est ça, c'est une face et un menton des années 90. Fait qu'on a aussi Pinball, qui est joué par Dave Chappelle. On a aussi Danny Trejo, que je pense, quand j'étais jeune, j'avais pas vu, je pense, Desperado ou El Mariachi. Fait que je crois que c'était la première fois que je voyais Danny Trejo dans un film. Peut-être même... j'avais peut-être vu Dust Till Dawn. C'était avant ça, hein? Ouais, ben c'est la même année, fait que genre... OK. Fait que non, l'année d'après, mais Dust Till Dawn, c'est 96. Mais... Bref, on apprend tous à amadouer Danny Trejo dans nos écrans à cette époque-là, qui joue Johnny 23. Une petite face, pareil, Danny Trejo. Je sais que là, on est habitué de le voir, hein. Mais de le voir jeune, rasé, c'est comme plus frappant. Il a vraiment une face de roche. Il a l'air d'une roche. Plus tard, un peu, dans d'autres films, parce que Danny Trejo apparaît, il essaie de cacher le fait qu'il mesure comme 5 pieds 5. Mais pas dans Con Air. Dans Con Air, il est plus petit que tout le monde. Puis il est quand même épeurant. Là. Il reste quand même une roche épeurante. Puis tu as aussi comme une gardienne de prison qui est Rachel Ticotin, que je pense que la plupart des gens l'ont peut-être vu dans Total Recall dans le temps, dans lequel elle était vraiment bonne. Que je trouve qu'elle a vraiment une présence à l'écran vraiment écœurante. Moi, mon souvenir le plus récent de l'avoir vu, c'était dans la première fin de saison de Lost, qui clairement était setupé pour être un personnage dans saison 2, mais c'est pas arrivé. Ouais. Puis ça, je trouve ça dommage parce que je trouve qu'elle a tellement... Non, elle est dans saison 2, là, c'est dans les flashbacks. Bref, elle a tellement comme une bonne figure. Tu sais, je suis surpris qu'elle n'est pas comme dans un show de police. Ben, elle était dans Law and Order Los Angeles. Ah, OK, ben voilà. Avec quand même un gros cast. Là. C'était Alfred Molina, Skeet Ulrich, Corey Stoll et Rachel Ticotin. Ouais, ben les 4 principaux. Je pense que c'est le seul Law and Order qui a comme eu juste une saison en plus. Ouais, puis pourtant, il y avait une bonne... En tout cas, bon, c'est ça. Bon casting. Mais bref, fait les pires des pires sont embarqués dans un avion qui doit faire 2 arrêts. Mais rapidement, on découvre que les prisonniers, ils ont un plan qui chamboule le vol. Ils prennent le contrôle de l'avion. Alors, dans les airs, Nicolas Cage doit se tenir tranquille parce qu'il veut arriver à point chez lui, mais aussi Baby O a besoin d'insuline quand il est diabétique. Il doit trouver une seringue le plus vite possible et l'insuline justement pour sauver son ami parce qu'il laisse personne derrière. Alors, Nicolas Cage se doit de jouer le jeu et d'aider jusqu'à ce qu'il puisse sauver son ami. Et en même temps, on a Larkin, on a John Cusack, qui est notre pont de la semaine passée de Say Anything. Oui. On a John Cusack qui, lui, doit essayer de trouver qu'est-ce qui se passe avec son avion, avec son projet, en même temps qu'il doit pourfender le monsieur patate très genré qui est Colm Meaney, avec ses gros cheveux frisés et sa bouche qui crie. Il doit essayer de sauver la mise et d'empêcher Colm Meaney de détruire l'avion dans les airs. Parce que Colm Meaney, dans le fond, est un gars du DEA, puis ils ont placé un faux prisonnier dans l'avion. Sims, qui est un autre dude du DEA, qui fait semblant être un prisonnier qui est dans l'avion, mais qui a un fusil sur lui, ce qui va à l'encontre des directives de John Cusack, qui ne dit pas de fusil dans l'avion parce que c'est trop dangereux quand tu as plein de tueurs dans un avion d'avoir des guns. Mais le DEA, maudite institution gouvernementale de marde, ils veulent absolument mettre quelqu'un sur l'avion, puis, ben, écoute, ils ont ce qu'ils méritent. Absolument. Le gouvernement. Puis là, ce qui s'ensuit, ça c'est comme vraiment... Puis le reste du film découle de ça. On a affaire à quelque chose qui est, mettons, du côté de Larkin qui essaie d'élucider comment elle s'est produite. Un aspect Tommy Lee Jones dans Le Fugitif, d'enquête. Puis pour Cameron Poe, pour Nicolas Cage dans l'avion, tu as vraiment un scénario de film de désastre, de devoir gérer les différents criminels, s'arranger que l'avion va bien. S'arranger, bien sûr, que Johnny 23
Ne deviennent pas Johnny 24. Ne deviennent 24 en violant Richard Ticotin. Beaucoup d'affaires se passent en même temps. Et on n'a même pas parlé de Dave Chappelle, qui est aussi dans le film. Hein? Dave Chappelle, qui est comme le comic relief. Pinball. qui est là pour un bon petit bout, qui est tout de même bien comique. C'est ça, Con Air. Et moi, je vais dire que j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Mais l'affaire que j'ai aimé le plus, c'est comme dans l'aspect roll call. C'est un film qui dit comme check ça, tous ces personnages-là vont être dans la même boîte. Puis on va secouer la boîte et il va y avoir des péripéties. Puis c'est ça qui arrive et c'est vraiment bien fait. De la façon que je trouve que Con Air, ce qu'on voit là, c'est la meilleure version de Con Air possible. Oui, ça, je suis d'accord. C'est comme. Il y a un aspect du scénario qui est bon, mais qui est en même temps qui a de la place pour être une parade de character actors, une parade de faces, puis que ces faces-là insufflent de la vie puis du caractère à tous ces personnages-là, qui a juste assez sa page, puis le reste, les faces s'en chargent. Je pense que c'est l'aspect Michael Bay diète plus character actor qui fait que toute la machine tourne et va vraiment bien. Ouais, moi, je suis peut-être moins enthousiaste que toi de Con Air. En fait, moi, tu sais, la scène des Simpsons, quand M. Burns est malade, puis là, le docteur explique à M. Burns que dans le fond, il va être correct parce que toutes les maladies sont comme pognées dans le cadre de porte. Tu sais, les maladies qui sont personnifiées par des petites boules. Je pense que Con Air, c'est un peu ça, tu sais. Parce que c'est comme, il y a plein d'affaires qui sont comme mauvaises dans Con Air, je pense. Tu sais, des affaires que, genre, objectivement, je regarde ça, tu sais, pris hors, peut-être, même pas hors contexte, mais tu sais, comme isolé dans du film. T'es comme ceci n'a pas d'allure et c'est plutôt mauvais. Sauf que si t'as pas ça, ben, il n'y a rien d'autre qui marche. Tu sais, c'est comme un peu une série de dominos qui sont mis ensemble un peu de façon disparate et des fois peut-être accidentelle. Tu sais, c'est difficile, mettons, pour moi de juger vraiment l'intention de Con Air. Parce que des fois, c'est drôle pour vrai. Des fois, c'est drôle de façon non intentionnelle. Puis des fois, je vois qu'il y a clairement une joke et le film choisit de ne pas la traiter comme une joke. Il y a beaucoup comme de flippage de ton là, qui se passe dans Con Air. Beaucoup plus que je me souvenais. Puis, tu sais, je pense que j'en ai déjà parlé avant au podcast, mais à force de regarder plus de films coréens, mon cœur se réchauffe aux ruptures de ton comme ça. Parce que dans le cinéma coréen, surtout dans le cinéma coréen mainstream, les films de genre blockbuster, il y a souvent des affaires où c'est comme, ben ça, c'est clairement supposé être une joke suivie d'une pas joke. Puis c'est épouvantable, c'est weird de de ce qu'on a été habitué par le cinéma occidental. Ces deux affaires-là ne devraient pas matcher ensemble. Tu peux pas avoir une scène où quelqu'un se fait tirer dans la tête avec un liner, puis après ça, quelqu'un d'autre est triste. Tu comprends? Mais Con Air fait un peu ça. Con Air est. Fait que je me pose la question, je ne sais pas si c'est tellement self-aware que c'est capable de. Que toutes ces ruptures de ton-là sont 100% planifiées. Que des fois, c'est juste. Parce que justement, quand tu as plein de personnalités comme ça, de faces, puis de personnes, de character acteurs avec des personnalités quand même définies, j'imagine qu'il y a un niveau de. Cette joke est là parce que c'est comme ça que John Malkovich a choisi de le livrer. Et comme on n'avait pas 18 heures pour tourner autour de cette explosion, devant laquelle John Malkovich met une inflexion weird sur un liner pour qu'on ne comprenne plus vraiment ce que ça veut dire, on l'a gardé dans le film. Fait que je pense qu'il y a. Puis là, je pense que ça a l'air négatif ce que je dis, mais en fait, c'est positif. Il y a une alchimie vraiment weird qui se peut juste dans les conditions spécifiques de Jerry Bruckheimer puis la fin des années 90 qui font de Con Air, à la fois un film extrêmement convenu et conventionnel et commercial et quelque chose de très gonzo et weird en même temps. Puis ça, je dois dire que c'est comme. C'est pour ça sur Letterboxd, j'ai pas été capable de mettre un vrai score. J'ai donné 3 sur 5.
ça ne reflète pas vraiment ce que je pense, mais Con Air est à la fois un 5 sur 5 et un 1 sur 5. Fait que je peux pas, je suis incapable de. Tu sais, je trouve que des notes, c'est pas absolument nécessaire de noter des films. Là. Mais Con Air, c'est le genre de film que je regarde, puis je suis comme, tu sais, j'aime ça. Je trouve ça bon, mais je trouve ça mauvais aussi. Puis c'est pas So Bad It's Good. Parce que ça, c'est trop simple. Tu sais. Un So Bad It's Good, ça implique trop d'accidents. Je pense pas qu'il y a tant d'accidents dans Con Air, mais il y a beaucoup d'affaires qui sont comme ceci est exactement ce que tu penses que c'est et c'est ça qui est weird. Oui, c'est un film qui est vraiment bizarre parce que, premièrement, un film comme ça, habituellement, aurait un héros charismatique, vraiment clair, mais Cameron Poe, joué par Nicolas Cage, il est comme pas ça. Comme tu le sais qu'il aime sa femme puis sa fille, puis qu'il est comme vaillant parce qu'il est un ranger, puis il laisse pas un homme derrière, mais il a jamais vraiment peur, mais il est pas comme un everyman normal, mais il est pas non plus sarcastique, mais il a une grosse molette qui devrait pas marcher, mais qui marche. Il y a plusieurs shots de lui qui regardent l'horizon avec du vent dans sa molette. Là. Oui. Puis ça devrait pas fonctionner, mais ça fonctionne. John McClane de Die Hard ne devrait pas avoir d'autres aventures, mais si tu me demandes d'écrire une aventure de John McClane, comme je comprends c'est quoi ses caractéristiques, puis je peux l'écrire. Cameron Poe, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui est. Il est comme indéfinissable dans ce qu'on connaît d'un héros de film d'action. Puis il est sarcastique, puis des fois il dit comme Jesus Christ in a cartoon, ce qui est vraiment une ligne incroyable, mais je comprends pas pourquoi que lui, il dit ça. Ouais. Il est comme juste une construction que Nicolas Cage peut avoir pour avoir ces cheveux-là, puis avoir cet accent-là, puis il est tout, puis il est rien en même temps. Mais je pense que c'est intéressant aussi de regarder ça, de regarder la création de Cameron Poe en regardant le contexte de la carrière de Nicolas Cage à ce moment-là. Ben, toi, tu la connais plus que moi, fait que je suis vraiment curieux d'entendre ton opinion dans le Cage spectrum. Ben, tu sais, parce que comme la croyance populaire maintenant, c'est que Nicolas Cage en fait tout le temps trop, puis il en a tout le temps trop fait. T'sais. Et il y a vraiment une période, tu peux regarder Nicolas Cage, puis au début, là, quand il est dans Outsiders puis Rumblefish, il est très peu dedans, là, mais c'est, mettons, Vampire's Kiss, là, qui est comme considéré comme la création là, du wacky Nicolas Cage, tu sais. Quoi que je te dirais que Raising Arizona puis Moonstruck aussi sont ça, mais ça, c'est plus des films humoristiques. Fait que, tu sais, ça se développe au début de façon humoristique. Tu sais, toutes les affaires wacky de Nicolas Cage du début de sa carrière, ils ont une edge de comédie. Sauf que là, c'est quand ça commence à début des années 90, il fait des films d'action, mais aussi des films de David Lynch. T'sais. Il fait un peu tout. C'est un acteur un peu polyvalent de la façon que beaucoup d'acteurs étaient dans les années 90. Mais une chose très importante arrive en 1995. Il gagne un Oscar pour Leaving Las Vegas. Un film que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu, fait que je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais que je pense qu'il a été un peu réévalué depuis qu'on voit le reste de la carrière de Nicolas Cage en se disant, ça semblait vraiment comme une performance ovni qui sortait de nulle part, mais là, maintenant, c'est comme, peut-être qu'il en fait un peu too much, mais ce qui est important à noter, c'est que tout de suite après Leaving Las Vegas, qui a gagné un Oscar, il fait The Rock, Con Air, Face Off, City of Angels, Snake Eyes, 8 mm. Là, ça devient soudainement, il n'y a plus aucune, c'est plus funné jamais. C'est plus, c'est rendu movie star Nicolas Cage, quand il a gagné son Oscar. Mm-hmm. Mais le fait que Nicolas Cage n'a pas pris son Oscar pour aller travailler avec des grands réalisateurs, il a travaillé avec Scorsese en 99, mais il n'est pas allé utiliser son clout pour faire des films, on va dire quote-unquote artistiques. Hein? Il a plutôt décidé d'aller dans des blockbusters, juste une série straight de blockbusters, qui est d'habitude, maintenant, dans la façon que l'industrie est tracée, là, c'est le contraire. Tu fais plein de blockbusters, puis là, entre-temps, tu fais des films
plus intime ou whatever pour comme là, dire c'est ça que je veux vraiment faire, mais j'aime ça quand même faire des blockbusters, mais pour moi, il y a plus de valeur émotionnelle. Nicolas Cage évidemment, parce que c'est Nicolas Cage, est allé à l'envers. Il a dit OK, maintenant tout le monde me respecte de façon critique, maintenant je vais faire seulement des films d'action. Puis, je pense que, veux pas, il était en toute connaissance de cause de ça. Là, ce que je vois dans Con Air, moi, maintenant, ayant vu beaucoup des films de Nicolas Cage plus récents, où est-ce que, des fois, c'est super plate, des fois, c'est Coco Banane, puis on le sait jamais, Il n'y a rien dans la description du film ou de son rôle qui laisse vraiment présager quelle sorte de performance il va donner. Il y a une certaine adaptation dans Con Air. T'es comme, je suis pas sûr que Nicolas Cage, il est vraiment, une chose là, qui est certaine des films poches de Nicolas Cage maintenant, c'est que Nicolas Cage sait exactement qu'est-ce qu'il est en train de faire. Tu peux pas dire est-ce qu'il joue mal, est-ce qu'il est off, est-ce qu'il comprend pas. Lui, il le sait. C'est pas de la faute à Nicolas Cage. Mais Con Air, je pense qu'il est en train d'un peu de prendre ses premiers pas dans les blockbusters, d'être genre vraiment comme la star. Fait qu'il va moins. C'est un petit peu plus égal que d'autres. Il y a une scène au début, je pense qu'il est avec Baby Q, puis il se met à rire en slow motion dans la prison. Il tape quelqu'un dans le dos, puis il fait. Puis il rit en slow motion, vraiment comme de façon psychotique. Puis ça, c'est rendu. Tout ce que Nicolas Cage fait, c'est tout le temps rendu. Il y a ça dans tous les films maintenant. Tandis que dans Con Air, j'ai un peu l'impression qu'il tâte le pouls. Il est comme, est-ce que je peux faire autant de facéties dans un gros film d'explosion de studio, que ce que je faisais dans Wild at Heart de David Lynch. Il est en train de tester, là, c'est pas... Puis ça, c'est intéressant aussi. Moi aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que il y a une scène dans le film où tu vois que ça, c'est une affaire qui n'a aucun sens. Puis là, tu sais, comme Baby Yo dit, je pense que je vais mourir, je pense que je crois plus en Dieu. Puis là, lui, comme, non, moi, te faire croire en Dieu. Ce qui est pas vraiment setupé, qui n'a pas vraiment aucun sens, mais peut-être que c'est encore mieux à cause de ça. Mais de la façon qu'il dit, là, il est comme chaleureux et rassurant d'une façon qui est jamais avant ou après dans le film. Puis là, il se lève, puis il va vers le gars, puis là, il a l'air de vouloir le tuer. Puis là, je suis comme, clairement, il a ça dans sa poche. Il aurait pu être de même tout le long, mais il ne l'est pas. Il l'a juste choisi pour ce moment-là, puis le reste du temps, il est comme pas anti-charismatique, mais il a clairement décidé que Cameron Poe n'est pas nécessairement charismatique. Il n'est pas aimable. Il n'est pas clairement aimable de façon à ce que maintenant, habituellement, les vedettes dans un film d'action voudraient être aimables. Puis ça, je trouve ça vraiment particulier. C'est une affaire qui est intéressante aussi pour moi du film, c'est de comparer de qu'est-ce que ça a l'air, mettons, de nos blockbusters puis de nos films d'action maintenant. Puis comment qui est un protagoniste super étrange. La plupart des méchants pourraient encore exister maintenant. Ils se font insuffler une certaine vie parce que, tu sais, t'as Buscemi dans le mix, puis t'as MC Gainey aussi qui est là. MC Gainey, que j'adore tout le temps voir dans n'importe quoi, je trouve qu'il est vraiment écœurant. Il est souvent en bedaine, hein? Il est beaucoup en bedaine, MC Gainey. J'ai remarqué ça. Genre, dans Connor, il n'a pas besoin d'être en bedaine, mais il l'est. Il l'est souvent. C'est comme, ah ouais, ce dude-là aime ça être en bedaine ou genre Nubat dans Sideways d'Alexander Payne. Écoute, question pénis pour le Ciné-Quiz si jamais il revient. Hein? Quand il reviendra. Le pénis d'MC Gainey, il est dans Sideways, disons. D'ailleurs, Michael T. Williamson et MC Gainey, des personnages récurrents dans Justified, qui est aussi, dont j'ai parlé auparavant. Un show qui est une belle parade de face aussi. Ça me notait. Mais c'est ça, tu sais, les personnages peuvent être portés, comme on dit dans les jeux vidéo, à notre époque, mais Cameron Poe, là, c'est juste comme pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Pourquoi? Comment? Ouais, exact. Puis une affaire que je veux aussi souligner, c'est comment John Cusack, qui est un genre essentiellement un sidekick, mais il est vraiment fucking bon
Parce qu'avec Cole Meany qui est là, il peut jouer comme toutes ses forces, dude cool, anti-autorité. Mm-hmm. Mais en même temps, il livre tellement de charabia sur comment le Con Air fonctionne, puis toutes ces affaires-là, puis de faire sa propre enquête. Il est vraiment, vraiment cool. Puis je trouve qu'il est vraiment bon. Puis je suis... Faut croire qu'autant que je l'aime, je n'ai pas suivi autant sa carrière, mais il me semble qu'il aurait dû... Peut-être que Identity est ça, mais tu sais, un dude, un détective nerveux qui découvre des affaires, me semble qu'il aurait dû avoir une carrière pleine de ça. Ben, tu sais, plusieurs choses à noter. Première chose à noter avant que j'oublie, John Cusack porte des sandales avec des bas. Il est habillé couleur crème avec des sandales, avec des bas. Une décision de look que je peux juste imaginer qui vient de lui-même. Ouais, ça, c'est clair. Deuxième chose, apparemment que John Cusack déteste Con Air. Mm-hmm. Il déteste avoir fait partie de ça, puis il déteste en parler. Apparemment, il n'a pas participé à la promo du film quand le film est sorti. Ou très peu, genre le moins possible. Troisième chose à noter, des détectives, là, John Cusack en joue maintenant à pelleter dans des films de marde. Ah. Et il est rendu dark et sans humour et sans comme... Tu sais, il y a quand même une angoisse inhérente de John Cusack. John Cusack a tout à l'air d'être un peu mal à l'aise d'être là où il est. Tu sais, il est jamais comme... Même quand il est confiant, il n'est pas à l'aise. Puis là, maintenant, il fait plus ça. Là, maintenant, il est genre, j'ai un long trench, puis je suis un gars qui parle de même, puis je regarde des photos de cadavres. Puis il y a un film qui s'appelle The Factory, qui est un film qui a été tourné à Montréal, qui est un film de policier, de comme, il y a des filles qui disparaissent, tout ça, puis John Cusack, puis je me souviens quand ils ont tourné ça, c'est sorti comme en 2012, mais ils l'ont tourné quand j'étais à l'université, comme en 2007. Ça a pris longtemps à sortir. Puis j'étais comme, ça va être cool, ça va être bon, un film de détective avec John Cusack. Puis finalement, le produit final, ça pourrait être un film de détective avec littéralement n'importe qui dedans. Mm-hmm. Ça pourrait être Michael Madsen, Tom Sizemore, ça pourrait être n'importe qui de ces dudes avec des cheveux en brosse qui ont fait 12 films par année de 98 à 2005. Mm-hmm. Eric Roberts, whatever. Fait que, tu sais, je pense que c'est quelque chose que, à en juger par la carrière éventuelle de John Cusack, dont il voulait se défaire spécifiquement. Ce qui le rendait bon, il n'aime pas ça. Parce qu'il en fait très peu maintenant, il en fait presque pas, tu sais, comme... La personnalité que nous, on associe comme étant quasiment la vraie personnalité de John Cusack, parce que, tu sais, on la revoit apparaître dans d'autres films, elle n'est plus là. Mm-hmm. Tu sais, je sais pas qu'est-ce qui se passe. T'as raison que, tu sais, il est vraiment surqualifié pour ce film-là, genre. Comme beaucoup des gens dans le film, dans le fond, tu sais. Comme un film comme Con Air, maintenant, il n'y aurait jamais autant de bons acteurs dedans. C'est sûr que non. Mais c'est ça, on dirait qu'il a travaillé activement pour s'éloigner de ça, tu sais. Mm-hmm. Non, on dirait que ça prendrait, genre... Faut que ça prenne Tarantino, genre, pour le ramener dans ses anciennes bases, puis qu'il donne un rôle intéressant ou qui saute dans une grosse machine de blockbuster, mais on dirait qu'il ne va pas faire ça. Mais en tout cas, ben, clairement, apparemment, il n'a pas aimé ça light à cause de Con Air. Ouais, c'est ça. Mais je pense pas que Con Air, à force de le regarder, je ne pense pas que c'est un film qui avait l'air le fun à tourner non plus. Il y a beaucoup, beaucoup d'affaires. Justement, avec John Cusack, il y a une scène où John Cusack parle à la femme de Nicolas Cage et sa fille dans son bureau. Mm-hmm. Puis c'est agressivement éclairé pour qu'on voit les ombres des lattes du store. Là, oui, c'est comme film noir, mais c'est comme en plein jour en même temps. Exact. Puis ça, c'est ce que je trouve. Je trouve ça a été long. Là. Ça, c'est designé. Là, c'est vraiment genre façonné comme éclairage. Mais beaucoup du film est orange, flat, dégueulasse, lisse. Genre, des fois, t'es comme... C'est quelque chose que j'admire de Con Air, c'est pas constant, c'est pas... Toutes les scènes, ça ressemble pas, les performances matchent pas, c'est très incongru, beaucoup dans le look, dans les performances, dans le ton. Puis, j'aime ça, pour vrai. Je trouve que ça fait bien, mais ça pourrait aussi être un désastre,
Il y a beaucoup d'accidents heureux dans Con Air, je pense. Non, absolument. Mais justement, on en parle un peu, mais tu sais, c'est clair que, premièrement, tu sais, c'est réalisé par Simon West qui n'a pas fait mieux dans sa carrière. C'est son premier film. En fait, c'est son premier film, mais lui était connu parce qu'il réalisait des vidéoclips. Mm-hmm. Et il a réalisé un vidéoclip quand même qui est passé à l'histoire. Est-ce que tu sais c'est quoi, Yannick? Non, je ne me suis pas renseigné. C'est quoi? C'est possiblement le vidéoclip de l'Internet, c'est-à-dire Never Gonna Give You Up de Rick Astley, et réalisé par Simon West. Oh, tabarnak! Et tu le vois aussi, Never Gonna Give You Up, ça vibe très visuellement comme Con Air, honnêtement, sans les gros avions et les explosions, mais tu sais, la boucane, la lumière, toutes ces affaires-là. Mais oui, non, effectivement, là maintenant, Simon West, il a eu quand même une bonne carrière. Là. Il a fait The General's Daughter, qui était quand même un gros film, le premier Tomb Raider. Mm-hmm. Là, ça se corse immédiatement. When a Stranger Calls, qui est comme un slasher de marde. Ça n'a pas rapport, là, je sais pas. En tout cas, The Mechanic, le remake de The Mechanic avec Jason Statham, Expendables 2. Que j'ai vu, mais que mon seul souvenir, c'est comme c'est meilleur que le premier. Mais ouais, c'est ça. C'est le meilleur des trois, mais ça veut rien dire. Mais ouais, c'est ça. Puis visuellement, je pense pas à des Expendables comme je me rappelle de Con Air, même après l'avoir vu à Macamic en 97. Puis après ça, il a fait Stolen avec Nicolas Cage. Mm-hmm. Fait après ça, Wild Card qui est avec Jason Statham. Fait que là, tu vois qu'il est comme rendu un peu sur un carcan. Mm-hmm. Stratton, qui est un film avec Dominic Cooper. Gun-Shy, un film que j'ai vu avec Antonio Banderas, qui est une comédie d'action de marde d'Antonio Banderas, qui est une rockstar qui boit de la bière sur un sidou, là, genre. Là, maintenant, depuis 2019, il fait des films, des blockbusters en Chine. Simon West est comme avec Rennie Harlin, qui fait également ça. Ils font des films style américain des années 90, mais en Chine. Fait que, tu sais, c'est vrai que Con Air, ça part quand même une carrière en grand. Il y a quand même une solide carrière de studio. Mm-hmm. Quoique, aucun film dont je me souviens, à part peut-être Expendables 2. Fait que, tu sais, c'est pas reluisant, mais c'est pas non plus gênant, là, je pense. Mais là, avec tout ça, là, comme là, on a comme réapprécié Con Air. Mm-hmm. Puis c'est vraiment le fun. Puis c'est bien fait. Puis une partie de ça qu'on aime Con Air, c'est aussi de voir comment les blockbusters modernes ont aussi changé, tu sais. Mm-hmm. Fait que là, dans 15 ans, pendant qu'on continue à faire des voyeurs de vue pendant 15 ans, évidemment, on va-tu être comme, hey, ça a fait du guts pareil, le Snyder Cut. Tu sais, on va-tu parler de Zack Snyder puis du monde maintenant? Est-ce qu'on est destiné à tout le temps capoter sur l'incongruité du passé, Alex? Ou, j'espère que non, mais je crains que oui. Oh. Parce que pour vrai, tu sais, Con Air, ça fait quand même longtemps, ça fait 23, presque 24 ans. Mm-hmm. Ben, tu sais, nous, toi et moi, on n'a pas le même âge, mais tu sais, c'est quand même à un âge où on s'en rappelle de cette époque-là. Ouais. Je me rappelle que personne n'était comme quel film incongru et étrange. Tout le monde disait, ouais, c'est comme une autre affaire à gros budget de studio, c'est niaiseux, tout pète. Ce qui n'est pas faux, c'est ça aussi, là, tu sais. Mais avec le recul, on se rend compte qu'on a assisté à un certain âge d'or des affaires ridicules où tout pète. Mm-hmm. Où ce que on a l'impression, en tout cas, qu'il y avait une liberté à cette époque-là qu'il n'y a pas maintenant. Après ça, je ne sais pas si c'est réellement une liberté ou que les mœurs sont simplement changées. Tu sais, que, mettons, qu'est-ce qu'on privilégie puis qu'est-ce qui concerne les gens qui font des films n'a pas changé, tu sais. Mm-hmm. Fait que, tu sais, oui, aussi weird que quand j'ai écouté, juste avant d'écouter Con Air la semaine passée, Ricochet avec Denzel Washington. Je sais pas si tu connais ce film. Ça me dit rien. C'est un film dans lequel Kevin Pollak et Denzel Washington sont des policiers. Ah oui, ça, tu m'en as parlé, par exemple. Ouais. Que M. Pollak buste ses imitations rapidement. Il fait un Colombo et un Shatner dans les 15 premières minutes. Mais ils arrêtent John Lithgow pendant qu'il fait un vol de banque ou de bijouterie, me semble. Ils mettent John Lithgow en prison. Fait que là, John Lithgow est en prison, mettons, 8 ans. Et tout ce qu'il veut, c'est se venger.
sur Denzel Washington parce que Denzel Washington il a pris sa vie. Denzel Washington devient le district attorney entre-temps. Éventuellement, John Edgar sort de prison et là, il veut tuer. C'est plus Hitchcockien, là, c'est un film d'action plus thriller dans le sens que John Edgar lui tend plein de pièges et le met dans des situations où est-ce que il, comme un peu de chantage, là, des trucs comme ça. Mais ça aussi, de le regarder, puis ça, c'est réalisé par Russell Mulcahy, qui est le gars qui a fait Highlander, là, entre autres, qui est aussi un gars qui vient un peu du monde des vidéoclips. Puis ça aussi, je le regardais, puis j'étais comme, asti que ça, c'est, stylistiquement, c'est wild, là. Ça n'a aucun... C'est très, très, très appuyé, puis surjoué, surfait, suréclairé. Puis, honnêtement, tout ce que ça veut dire, je pense, c'est, je pense que là, on est assez loin des années 90 pour leur définir un style propre. Ça fait assez longtemps qu'on peut dire dans ce temps-là, c'était comme ça, plutôt que genre, c'est encore un peu comme ça. Parce que ça arrive même, il y a des films que je vois, que j'ai vus au début de ma carrière de critique, là, comme en 2014, que je revois, puis je suis comme, c'est lettre, visuellement, c'est plus de la merde que ce que je pensais, puis j'avais pas vraiment accroché là-dessus, parce que, quand tu es dans le moment, tu peux pas vraiment voir... Fait que je pense que Conner, ça ressemble un peu à ça aussi, dans le sens que je pense pas que c'est complètement Coco Banane pour la mouvance des films d'action de la fin des années 90. Mais si on le prend de façon isolée maintenant, on est comme, wow, qu'est-ce qui se passait? Genre, maudit qui en fumait du bon, whatever, Il en sniffait du bon, plus... Bruckheimer, puis tout ça. Bruckheimer, puis Don Simpson, qui est mort d'une crise de cœur juste avant Conner. Fait que c'est ça, je suis pas prêt à dire que c'est réellement comme radical, de la façon que ça déconstruit le film d'action, mais c'est un excellent exemple des genres d'excès qu'on pouvait mettre à l'avant là, à cette époque-là. Oui, absolument. Ben, regarde, je pense qu'on va, à moins que tu aies d'autres choses à dire, je pense qu'on va terminer là-dessus. Non, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. On va parler de la toune. Je voulais parler qu'on parle brièvement avant. Oui. De la toune de LeAnn Rimes. Oui, I Will Live Without You. Tu en as parlé au début, puis là, je voulais revenir là-dessus. À cette époque-là, tous les films avaient des tunes. Armageddon avait Aerosmith, puis fucking Conair a la toune la plus... Ça, c'est incongru en Christ, là. Une balade de LeAnn Rimes qui avait 14 ans à l'époque. Mais c'est ça, fait que... Puis ça, je trouve ça, c'est weird, là, pour vrai, là. Le fait que c'est cette toune extrêmement... c'est le temps du slow à la danse de 6e année. Ben, Qui est le thème récurrent de ce film d'action, où est-ce que John Malkovich, dans ce film où des choses violentes se passent. Oui, absolument. Puis que la toune qu'il y a, c'est comme une tonne d'annonces de yoga, là. Ça, je trouve ça épouvantablement weird. Ben, je pense que c'était juste une affaire de l'époque de... Tu mets cette tune-là dans des trailers, il y a des dames qui vont penser que c'est plus romantique que ça l'est, puis qui vont vouloir aller le voir avec leur chum. On va aller chercher plus d'auditoire féminin pour ce film-là qui est mur à mur des dudes. Ouais, c'est vrai. Puis il y a aussi l'alternative aussi qui était le vidéoclip passé à Musique Plus. Puis dans ce temps-là, il y avait plein de vidéoclips qui avaient des scènes entrecoupées des clips du film, genre. Il y a plein de films. Le Loser avec Jason Biggs. La toune de ça, c'est Teenage Dirtbag, je pense, de Wheatus. De Wheatus, oui, je me rappelle très bien. J'ai jamais vu Loser avec Jason Biggs. Puis j'ai-tu dit Bateman tantôt? Jason Biggs. Puis je vais jamais le regarder, mais j'ai comme selon moi, un sens assez clair de ce que c'est Loser avec Jason Biggs parce que j'ai souvent vu la toune de Wheatus. OK, là, juste direct là, live, je vais le muter, mais je vais regarder en rapide le vidéo de How Do I Live Without You parce que je veux voir s'il y a beaucoup de shots de Conair dedans. Ouais. Premièrement, OK, il est en 4:3 parce que c'était l'époque. On voit LeAnn, playback speed, je vais le mettre à 2. Et beaucoup de fade-in, fade-out. Il y a une grosse guitare. Ben, le climax de Los Angeles. OK, dans la vidéo officielle,
Je ne vois pas des shots de Conair. Je vois pas d'avion. Yannick, j'ai un twist pour toi. T'as un twist pour moi? J'adore les twists. La version qui est dans Con Air n'est pas de LeAnn Rimes. Quoi? Elle est bien de Trisha Yearwood. Oh my God! T'as un peu. Ah ouais. J'étais sûr que c'était LeAnn Rimes. C'est quoi? Elle l'a chanté plus tard ou c'est originalement? Non, c'était une tune de LeAnn Rimes, puis là... OK, je tiens à dire que le vidéo de Trisha Yearwood commence avec un Nicolas Cage qui salue. C'est ça. Alors, le drapeau, il est planté en tabarnak, là. C'est ça. Puis, fait que là, ce que je vois ici, c'est que ils ont enregistré la version de LeAnn Rimes pour un album, puis tout. Puis, le studio a dit, ben, on peut pas utiliser ça dans le film, c'est trop pop. Fait que Trisha Yearwood va en faire une version un peu plus country, un peu plus Cameron Poe. Ah, ben oui, ben oui. Mais après ça, la tune a continué d'exister en tant que single de LeAnn Rimes. Et les deux tunes sont sorties le même jour à la radio. Mais aucune des deux tunes sont sur le soundtrack officiel de Con Air. Je tiens à dire que 1 minute dans la vidéo de LeAnn Rimes, à 1 minute et demie d'une vidéo de 4 minutes, c'est juste des scènes du début de Cameron Poe qui danse avec sa blonde et qui se bat dans le stationnement. Là, je viens de l'arrêter à 1 minute 33 et on voit Cameron Poe en cours. Alors, je te dirais que dans cette vidéo-là qui plug Con Air, pas tant de air à date. Ouais, c'est ça. Pas tant de air. Je vais laisser un dernier bout de voir. Il va être OK, là, il est en prison. On voit juste sa fille alors qu'elle est dans le bureau avant qu'elle rencontre John Cusack. Il y a les lettres. Hey, vous avez vraiment le play-by-play du vidéo. OK, là, il y a un petit peu d'action. Il y a un petit peu d'action pendant le solo de saxophone. Puis, ben, bien sûr, Nicolas Cage qui sourit. Il y a la petite fille qui se lie d'amitié avec Steve Buscemi. Steve Buscemi dans son subplot incompréhensible. On n'a pas parlé de lui. Oui, on n'a pas parlé de ça du tout. Attends, mais là, ça, c'est un bon... Là, on va finir. On va revenir sur le chemin éventuellement. Mm-hmm. Mais il faut parler de Steve Buscemi parce que moi, de mon souvenir, Steve Buscemi est une partie intégrante de ce film-là. Il est important. Mm-hmm. Et là, en le réécoutant hier, j'étais comme... Steve Buscemi pourrait ne pas être dans ce film et ça changerait absolument rien. Il pourrait entièrement enlever. Il pourrait entièrement enlever, mais il est le fun pareil. Tu comprends pourquoi il est là? Il a de l'air d'une version mouche de Tobey Maguire dans le premier Spider-Man. Ça a mal été, là. Mais il a la même coupe de cheveux. Il ressemble vraiment, mais d'une façon qui ne s'est pas bien passée. Puis tu vois que, ben, tu sais, c'est un peu ça pourquoi que les personnages pop dans Connor, il y a beaucoup de... Je l'ai vu dans quelque chose, on va le mettre dans le film. Ouais. Puis clairement, Steve Buscemi dans son rôle d'Hannibal... Aussi, quelqu'un dit « Ah, ça serait cool qu'il y ait un genre de Hannibal Lecter sur l'avion. » Ben, ouais. mais c'est Steve Buscemi. Puis c'est juste ça. Ça, c'est une autre affaire très années 90, là. Des personnages de soutien qui font de la philosophie. Ouais. Qui s'assoient d'à côté du personnage principal puis ils sont comme... Ne penses-tu pas que c'est plutôt con de travailler dans un bureau toute ta vie? Quand tu pourrais... Peut-être que c'est toi qui es vraiment fou qui travaille dans... Tu sais, des genres de philosophie. Il y a beaucoup de personnages de soutien un peu nihilistes, fatalistes, là, des films des années 90 qui apparaissent pour ça. Un petit commentaire thématique. Tu es comme « Ah, ouais, il représente le thème. » Puis je pense que c'est sûr que Con Air, ça a été mieux pour la carrière de Steve Buscemi que Fargo, là. Mm-hmm. Je sais que ça sonne absurde à dire, mais il y a tellement plus de monde qui ont vu Con Air. Il y a tellement eu plus de meetings pour des gros films de Steve Buscemi à cause de Con Air que de Fargo. Que genre, j'y en veux pas, mais il n'y a vraiment pas rapport dans ce film-là. Il pourrait aussi pas y être. Mm-hmm. Bon, ben absolument. Puis ben, c'est clairement comme quelqu'un l'a vu dans Fargo, puis comme, hey, ce gars-là, on le rajoute. Regarde, là, je pense qu'il faut qu'on finisse pour de vrai. Ouais, ultimement, qu'on enregistre. Con Air, très bon. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Disney Plus Star. La semaine prochaine, Alex, on regarde quoi? Ben écoute, je l'ai droppé tantôt. On va regarder Armageddon. Armageddon, à cause du bon Bush, Steve Buscemi, qui nous amène à Armageddon. D'Abouche, parce que, oui, puis aussi, ben, là, on approche du Snyder Cut. On est à quelques semaines. On ne peut pas trop s'éloigner du Snyder Cut.
Et donc, on va aller voir notre ami Big Ben Affleck. Big Ben Affleck. Et on va, spoiler alert, suivre Big Ben Affleck jusqu'au Snyder Cut. Mm-hmm. Alors, vous êtes à Londres? Armageddon, un film que j'ai vu peut-être moins que Con Air. Je n'ai pas vu Armageddon. Jamais? Encore. Jamais. Mais je te dirais que quand l'année qui est sortie, j'étais souvent au cinéma cependant, fait que j'ai vu le trailer en masse. Fait que par un bout, j'étais comme, je pense que je l'ai vu. Mais je ne l'ai jamais vu en entier. J'ai vu des bouts. J'ai vu des 15 minutes, mettons, à la TV sur le câble. Ouais. Disparate. Moi, je ne l'ai pas. Ben, tu sais, moi, j'avais ça avec Con Air aussi. J'ai vu Con Air une fois quand c'est sorti à super écran chez mon voisin. Puis après, j'ai vu la scène dans la cale où Cameron Poe se bat avec Billy Blaster, là, Billy Blastoff, whatever, Nick Chinman. Ça, je pense comme 7 fois. Quand j'ouvrais la TV et il y avait Connor à la TV, c'était tout le temps cette scène-là. Armageddon, c'est un peu ça aussi que j'ai. C'est comme. Je me souviens de Billy Bob Thornton qui est comme, me semble, un gars du Air Control, là, Air Traffic Control, whatever. Un gars qui est devant des écrans puis des moniteurs. Mais sinon, je ne l'ai pas vu là, en 23 ans. Moi, j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le voir parce que c'est quelque chose qui manquait à ma culture. J'ai vu beaucoup de Michael Bay, mais je n'ai pas vu ça. Alors, revenez-nous la semaine prochaine. Alors, You Don't Want to Miss a Thing de cet épisode sur Armageddon. Ne fermez-vous pas vos yeux. Mais en attendant, Alex, les gens, ils te trouvent où? Sur cultmontreal.com, sur twitter.com/AlexRose, 2 petites barres en dessous, et sur Instagram et Letterboxd, je suis Why Does It Exist? Et pour ma part, c'est Yannick Belzile sur Twitter, sur Instagram de dessin et sur Letterboxd où il y a mes opinions. Aussi au podcast 3 bières. Et si vous appréciez les voyeurs de vue, veuillez vous abonner à la chaîne YouTube. Laissez-nous un 5 étoiles sur Apple Podcast et même une review. Ça nous aide à être vus dans les algorithmes. Mais en attendant, on tient à remercier aussi Michel Onéré qui fait les chansons thèmes que vous entendez au début et à la fin de l'épisode. Oui, c'est douce mélodie qui vous berce vers et qui vous éloigne des voyeurs de vue. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés et allez voir des vues. Yeah! Les voyeurs